Bonjour et bienvenue dans Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, le thème concerne la santé de la femme, plus particulièrement l'incontinence urinaire d'effort, un sujet tabou qui touche une femme sur trois. Près de 3 millions de femmes souffrent d'incontinence urinaire en France, le plus souvent en silence. Et il ne s'agit pas que de personnes âgées, des femmes de 45 ans, plus de 12% de la population présente des fuites urinaires. L'incontinence urinaire d'effort se caractérise par des fuites d'urine incontrôlables qui surviennent pendant des efforts physiques comme une séance de sport, porter du poids, rire et parfois danser. Pour parler de ce sujet, sur le plateau d'Atout Santé, nous recevons les plus grands spécialistes, le docteur Jean-Philippe Estrade, chirurgien gynécologue obstétricien, docteur Philippe Ferry, chirurgien gynécologue obstétricien aussi, et le docteur Marc Ferraud, chirurgien urologue. Bonjour à vous trois, merci d'être avec nous sur le plateau d'Atout Santé. Sans plus entendre, une première question au docteur Estrade. Quels sont les différents types d'incontinence urinaire ? Eh bien, les différents types d'incontinence urinaire, vous avez cité la première, qui est un problème de santé publique, c'est l'incontinence urinaire d'effort. C'est l'émission d'urine sans volonté durant un effort. Cet effort est variable, il peut être l'effort le plus simple possible ou de temps en temps à des efforts très très soutenus. Donc c'est pour ça qu'on va graduer en fait l'effort léger, modéré ou intense. Le deuxième incontinence urinaire, c'est l'incontinence urinaire par urgenturie, donc qui intervient sans forcément d'effort, donc sans effort du tout même. Et en fait, la patiente a l'impression d'avoir la vessie tout le temps pleine ou une impression de goutte ou d'urgence qui peut être déclenchée par différentes stimuli, comme entendre de l'eau qui coule ou durant la nuit ou par certains autres stimuli. Et enfin, la troisième incontinence marie les deux, incontinence d'effort plus incontinence par urgenturie. Alors là, on appelle ça une incontinence mixte qui là pose un petit peu plus de problèmes pour définir les critères et ensuite un peu plus de problèmes sur la qualité de vie après traitement. Merci docteur Estrade. Alors, dans le reportage qui suit, nous sommes allés à la rencontre de Sophie, qui est une femme très active et qui a des incontinences liées à l'effort. Un reportage proposé par Laurent Henry. On va spécialement parler de l'incontinence urinaire d'effort qui survient donc au moment d'un effort ou juste après et qui concerne particulièrement les femmes. Quand l'âge avance, il y a statistiquement plus d'incontinence, mais les mécanismes sont variés. Si on parle d'incontinence urinaire à l'effort, ça touche vraiment déjà les femmes jeunes. Le plus banal, c'est effectivement des fuites en toussant, en éternuant, en riant, en dansant. Les patientes qui sont référées aux spécialistes, c'est plutôt des patientes en échec de rééducation, chez qui on va faire quelques examens complémentaires et peut-être envisager une intervention. Les résultats sont un peu plus courts dans le temps, mais on a des résultats, nous, à 5 ans, qui sont de 85% de patientes complètement satisfaites. Le problème de l'incontinence urinaire d'effort, c'est que dans un premier temps, personne ne voulait en parler. Donc probablement, il n'y avait pas beaucoup d'interventions à cause de ça. Donc la communication est importante et puis aussi démystifier les opérations qui effectivement pourraient paraître très invasives alors que ça ne l'est pas. Je m'appelle Sophie Neveur, je travaille auprès de personnes polyhandicapées. J'ai 49 ans et j'habite sur
concerne les consultations, je pense que c'est un motif de souffrance et donc c'est à nous peut-être de poser la question. Et pourquoi pour elles c'est important d'en parler? C'est important, mais c'est aussi tabou, comme la patiente le dit, c'est-à-dire qu'elles n'osent pas trop en parler et puis elles ne savent pas forcément s'il va y avoir une prise en charge particulière. Quand elle vient vous voir, comment vous le diagnostiquez? Quelles sont les premières étapes? Disons, quand on pose la question, on va dire avez-vous des problèmes de vessie, etc. Il faut employer des mots simples. Ensuite, au niveau de l'examen, eh bien, si la patiente a un petit peu la vessie pleine, quand on l'examine du point de vue gynécologique, mais ça serait pareil chez un urologue, on va la faire tousser tout simplement et visualiser la fuite urinaire. D'accord. Et pourquoi les femmes sont plus exposées que les hommes? Alors, il faut imaginer que chez l'homme comme chez la femme, la vessie est donc un réservoir et la vessie va se vider chez l'homme comme chez la femme au moment où on a la possibilité sociale d'aller faire pipi, voilà, donc aux toilettes. Mais chez la femme, le canal qui va de la vessie à l'extérieur est très court et il est soumis à pas mal de traumatismes, en particulier les grossesses et l'accouchement. Et donc ce canal qui est court ne va pas être très performant chez beaucoup de femmes. Alors, docteur Géraud, vous êtes urologue. Qu'est-ce qu'un urologue et à quel moment vous intervenez, vous, dans cette pathologie? Alors, un urologue, c'est un spécialiste qui s'occupe de l'appareil urinaire, aussi bien chez l'homme, prostate, et chez la femme, où on s'occupe de en collaboration avec les gynécologues, avec tout ce qu'on appelle la statique pelvienne, c'est-à-dire l'incontinence urinaire, mais aussi les descentes d'organes et toute cette pathologie qui peut toucher la femme. L'urologue s'occupe aussi des enfants, s'occupe des cancers du rein, et donc c'est une pathologie très vaste, à la fois médicale et chirurgicale. Et comment une femme doit choisir entre un gynécologue et un peu le hasard? Alors, c'est un peu une question de recrutement. Le docteur Ferry disait tout à l'heure qu'il y avait la consultation chez le gynécologue, et ça je suis tout à fait d'accord avec lui, mais aussi il y a un gros recrutement, c'est le bouche à oreille, c'est-à-dire que les femmes en parlent entre elles, et très souvent elles se disent tiens j'ai été opérée, je suis très contente, et c'est surtout le bouche à oreille qui fait les femmes consulter. Alors, souvent, c'est effectivement à l'occasion de la consultation gynécologique que les femmes expriment leurs soucis, mais c'est aussi, comme c'est un problème d'urine, d'urologie, elles viennent voir l'urologue et pensent que c'est un problème urinaire. Et j'ai envie de dire que c'est important qu'elles voient aussi un urologue, parce qu'il peut y avoir aussi des pathologies intercurrentes propres à la vessie, liées au tabac, liées à d'autres pathologies que nous devons dépister en tant qu'urologue. Et donc vous êtes tous les deux, enfin les deux disciplines à même de traiter cette pathologie. On a eu des questions un peu des téléspectateurs, alors qui vont un peu dans tous les sens. On a Adèle de Nancy qui nous demande la cystite est-elle une cause possible de fuite urinaire, docteur Estrade? Alors, pas vraiment. En tout cas, la cystite peut mimer certaines incontinences urinaires comme l'urgenturie. Elle ne va pas mimer une incontinence urinaire d'effort, mais elle peut avoir parce qu'il y a une réaction du muscle vésical, et donc en fait ça peut mimer, et donc il y a des similitudes quoi. Voilà, les patientes peuvent rapporter les mêmes symptômes. Alors, deuxième question d'un téléspectateur, Camille de Bordeaux. Est-ce que la ménopause est un facteur d'incontinence urinaire? L'âge, en fait La ménopause intervient spécialement dans les incontinences urinaires par urgence, mais on sait bien qu'au total, il y a plus d'incontinence urinaire quand on prend de l'âge, quelle que soit la cause. Alors, de manière générale, pourquoi les femmes sont plus exposées à ces causes d'incontinence urinaire? Peut-être, docteur. Le docteur Ferry l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes, elles sont très fragiles parce qu'il y a ces muscles qu'on appelle, ces gros muscles qu'on appelle les releveurs, qui constituent un périnée extrêmement solide chez l'homme et peut-être déficient chez la femme à cause des accouchements et à cause de la constitution anatomique de la femme, et comme le disait M. Ferry, à cause d'un urètre qui est très court. Et donc, effectivement, ce petit ligament qui tient l'urètre peut être menacé et effectivement ne plus tenir la vessie et l'urètre en cas d'effort. Merci. Alors écoutez, merci pour ce premier échange. Nous allons passer à la chronique et nous allons parler de l'incontinence urinaire chez l'homme. Une chronique qui est animée par Thomas Josse, qui est un influenceur spécialiste des réseaux sociaux dans le secteur de la santé. Petite fuite involontaire, subite, irrépressible. Aujourd'hui encore, l'incontinence est un sujet dont on n'ose pas parler. Les femmes concernées en ont même souvent honte. Des millions de femmes vivent dans l'angoisse des fuites urinaires
En effet, entre 25 et 45% de la jante féminine souffre de ce trouble. Les fuites ne touchent pas que les femmes âgées ou venant d'accoucher. On peut être jeune, sans enfant, et souffrir d'incontinence urinaire à l'effort. Tout est une question de pression au sens figuré et au sens propre. L'incontinence urinaire d'effort survient lorsque la pression vésicale dépasse les capacités sphinctériennes au cours d'un effort en dehors de toute contraction vésicale. Si le sport est révélateur de ce handicap, il peut aussi en être à l'origine. La Haute Autorité de Santé a ainsi identifié l'activité physique intense comme un facteur de risque de survenue de cette affection. Pas besoin de faire du sport de haut niveau pour être concerné. Les exercices abdominaux dits classiques, crunch, ciseaux, pédalage, que l'on voit partout sont délétères pour le périnée féminin. Nous avons abouti à un déséquilibre entre une sangle abdominale trop puissante et un plancher périnéal insuffisamment musclé. Ainsi, les sportifs ont tendance à avoir un abdomen hypertonique, c'est-à-dire toujours en tension, sans relâchement possible. Alors qu'un abdomen doit être compétent, savoir se contracter, mais savoir aussi se relâcher pour bien gérer la gestion des pressions lors des efforts. On pourrait se dire que quelques gouttes d'urine, ce n'est pas si grave, d'autant que toutes les femmes ne s'en rendent pas forcément compte. Et puis leur échappée survient seulement lorsqu'un effort est réalisé. Mais encore, faut-il savoir ce que recoupe la dénomination effort. Pas seulement un geste sportif. Les femmes incontinentes peuvent perdre lors de la toux, de l'éternuement ou du rire. Comment y remédier? La rééducation du périnée est toujours proposée en premier traitement de l'incontinence. Elle consiste, avec l'aide du kinésithérapeute, à remuscler son périnée. Elle comprend aussi des méthodes comportementales. Un traitement médicamenteux est disponible seulement en cas d'incontinence par urgenturie. Mais ses effets secondaires, bouche sèche, constipation, la rendent parfois difficile à supporter. Plusieurs types de produits apportent un confort permettant de maintenir les activités quotidiennes. La majorité des personnes incontinentes se dirigent vers les protections absorbantes qui se déclinent en fonction des attentes de chacun. En dehors des protections absorbantes, les femmes ayant une incontinence légère à modérée peuvent utiliser un tampon spécifique pour empêcher les fuites urinaires pendant quelques heures, le temps d'une activité physique ou d'une sortie par exemple. Depuis quelque temps est apparu le laser, disponible dans des cabinets de médecine esthétique, pour traiter le bien-être féminin à tout âge. En raison de sa polyvalence, il résout avec succès de nombreuses indications
utiliser des protections, c'est qu'il y a un vrai problème. Mais il y a aussi des solutions derrière qui, en tout cas, qui méritent réflexion. Et aujourd'hui, on a un panel de propositions thérapeutiques pour ces patients qui est quand même assez important. Madame Padovani Christelle, j'ai 48 ans. J'ai compris un jour qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien au niveau de l'incontinence. Je sentais quand j'éternuais, quand je toussais, quand je parlais fort, quand je chantais. Ça a commencé il y a 2 ans, donc j'avais à peu près 46 ans. Hein. Et en fait, tout le monde me disait, mais t'es vachement jeune. Et en fait, ça n'a aucun rapport avec l'âge, quoi, en fait. Donc, j'ai consulté ma gynécologue. On en a beaucoup parlé et elle m'a expliqué qu'il existait des techniques chirurgicales très, très simples. Du coup, elle m'a donné le nom du docteur Estrade. Dans le mois qui a suivi la consultation, j'ai été opérée en ambulatoire. Une opération très, très simple, pas douloureuse. Et puis, c'est une autre vie. Je peux faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant, en fait. Je voudrais dire à toutes les femmes ou jeunes filles, parce que ça peut arriver à n'importe quel âge, qu'il ne faut pas que ça soit un sujet tabou. L'incontinence à l'effort, il faut en parler, il y a des solutions. Il n'y a aucune gêne, on ne sent rien après. Il ne faut pas hésiter à consulter et à le faire, quoi. Sur le plateau d'Atout Santé, nous sommes avec le docteur Jean-Philippe Estrade, qui est chirurgien gynécologue, docteur Philippe Ferry, idem, chirurgien gynécologue obstétricien, le docteur Marc Géraud, qui est chirurgien urologue, et nous avons Karine, qui est une patiente. Bienvenue sur ce plateau. Nous avons vu dans le reportage que l'incontinence était un handicap de tous les jours, qu'il fallait en parler. Karine, est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, votre histoire en quelques phrases? Oui, bien sûr. Écoutez, moi j'ai accouché il y a 15 ans, voilà, et j'avais pas forcément de problème en fait tout de suite. Je me suis rendu compte de ça il y a à peu près 3 ans en jouant au tennis, voilà. Alors j'ai consulté. Donc c'est vraiment une incontinence d'effort typique, oui, là, en fait pas non plus pour l'incontinence non plus, mais bon, j'ai consulté en fait docteur Géraud, et suite à ça. Il vous a proposé une opération. Une opération pour mettre une bandelette. Sur l'urètre. D'accord, il y a combien de temps? Il y a 3 ans. D'accord. Il y a 3 ans, et alors c'est très simple, hein, vous rentrez le matin, c'est sans douleur, vous repartez en fait en début d'après-midi, et pendant une semaine, effectivement, on évite de porter des courses ou des choses, hein, mais sinon, tout se passe merveilleusement bien. Enfin, et la vie a complètement changé? A complètement changé, voilà, au tennis, comme en courant, enfin vraiment, ça change la vie, quoi. Et ça concerne beaucoup de femmes, parce que c'est vrai que quand je discute avec des amies, bien souvent elles n'osent pas en parler, elles n'osent pas et elles n'osent pas consulter. Et pourquoi, votre avis? C'est un sujet un peu tabou? Parce que c'est un sujet un peu tabou, ouais, de dire qu'on peut avoir quelques fuites urinaires, effectivement, c'est toujours gênant. Et alors moi, je les incite à consulter, quoi. Et oui, là, ça change la vie, on vous voit rayonnante. Oui. Alors, à quel moment, docteur Estrade, on propose l'intervention pour opérer, pour mettre des bandelettes? Même si, effectivement, l'intervention chirurgicale est une intervention mini-invasive avec très très peu de complications, de très bons résultats, il faut quand même bien peser le pour et le contre pour en opérer une patiente. Et on va dire que bien souvent, les chirurgiens sont très attentifs à l'examen clinique, bien sûr, et surtout à la qualité de vie de la patiente. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le reportage, on a des demandes de patients de plus en plus jeunes, alors qu'auparavant, c'était très tard. Et aujourd'hui, on se retrouve à poser des indications assez jeunes, et ça peut être un petit peu gênant. Comme je dis dans le reportage, il y a des patients qui viennent nous voir juste après l'accouchement, et on leur explique que bien souvent, il faut attendre 1 an, parce que les choses se remettent petit à petit en place. Pas besoin d'intervention forcément. Non, pas du tout. Donc en fait, globalement, il faut que les choses soient fixées et très gênantes, avec une dégradation de la qualité de vie. Aujourd'hui, c'est vraiment le plus important en fait. Alors, docteur Géraud, comment est faite cette bandelette? Quelle est sa taille, sa matière? Vous en avez peut-être un exemple? Alors, je vous en ai apporté un exemplaire. Voilà. Donc, il faut voir l'historique, c'est qu'il y a eu plusieurs bandelettes. Et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une transmembranaire bandelette. Et en fait, vous voyez, c'est un petit fragment de tissu. Alors, la matière, c'est du polypropylène. Et ce qui est très important, c'est de voir que ce n'est pas que c'est tressé. Vous voyez, ça veut dire que c'est comme un grillage et que l'organisme de la patiente va pouvoir coloniser ce grillage. Et en fait, il va servir que de support. Et c'est la fibrose et la réaction du corps de la patiente qui va jouer son rôle et ensuite renforcer à très long terme l'incontinence. Est-ce que c'est gênant pour les patientes ou pas du tout? Alors pas du tout, parce que c'est vraiment totalement... Karine qui dit non, spontanément.
intégrée dans l'organisme. Et si la bandelette est positionnée de façon tout à fait correcte, la patiente ni son partenaire ne la sentent. Et est-ce que c'est durable ? Alors, le but, c'est qu'effectivement, cette bandelette est définitive et ne doit pas être remis en cause ultérieurement. Il peut y avoir, comme le disait le docteur Estrade, des complications où on peut être amené, dans certains cas, à enlever la bandelette, mais c'est pas son but, c'est exceptionnel. Et le concept, c'est qu'effectivement, comme je vous le dis, la bandelette sert de grillage, sert de colonisation, et après, c'est l'organisme qui joue son rôle. Merci. Alors, juste pour la prise en charge, est-ce qu'il y a une prise en charge totale par la sécurité sociale dans ces types d'opérations ? Oui. Donc que ce soit en urologie ou en gynécologie, il s'agit d'une chirurgie qui est référencée avec une cotation pour les hôpitaux et les cliniques. C'est complètement pris en charge. Combien, docteur Ferry, vous opérez-vous de patientes par an ? Est-ce quelque chose de en termes assez de récurrent bandelette sous-urétrale, oui. Moi j'en pose à peu près une centaine par an. C'est-à-dire qu'on voit peut-être, comme disait Jean-Philippe, peut-être 200-300 patientes, et puis en fait, on en envoie à la rééducation. On prend vraiment celles qui sont indiquées. Mais effectivement, faut pas, comme vous disiez, c'est le bouche à oreille qui marche, parce que les patientes, en général, quand elles viennent nous voir, elles ont déjà un échec de rééducation, par exemple. Et est-ce que vous avez un peu de recul aujourd'hui ? Comment vivent les patientes ? Vous avez des statistiques là-dessus ? Alors, les statistiques sur ces bandelettes de petite taille sont un peu plus courtes que les premières techniques où la bandelette était très, très longue et très importante. Mais malgré tout, on a des reculs à 3 à 5 ans et on a autour de 85% de patientes complètement sans fuite. Docteur Estrade, est-ce qu'il y a d'autres traitements ? Oui, bien sûr qu'il y a d'autres traitements. Il y a des traitements, alors c'est toujours le but dans l'incontinence urinaire d'effort typique, et on peut mettre une matière qui permet de rétrécir et de soutenir l'urètre pour éviter une incontinence urinaire. Ensuite, il y a des traitements qui sont beaucoup plus urologiques, comme le sphincter artificiel, dans des situations bien particulières, avec un bilan urodynamique. Et là, on peut dire que une des différences entre la prise en charge d'un urologue et d'un gynécologue, c'est que globalement, les urologues peuvent prendre en charge effectivement les incontinences classiques et aussi complexes. Les gynécologues vont être traiter plutôt l'incontinence urinaire d'effort, et leur rôle, c'est de dépister justement, si c'est compliqué. Si c'est compliqué, s'il y a une pathologie sous-jacente, etc., il ne faut pas hésiter à demander un avis d'urologie, parce qu'il faut savoir que ces traitements peuvent induire ensuite une qualité de vie plus ou moins médiocre pour la patiente pendant très longtemps. Docteur Jean, vous êtes d'accord avec ce que je suis tout à fait d'accord. La pire des choses, c'est une mauvaise indication. Une mauvaise indication égale mauvais résultat. La technique, elle est très simple. Mais ce qui est très important, c'est, comme mes deux collègues l'ont dit, c'est de faire la part des choses avant l'intervention pour bien poser l'indication. Et en plus, je crois que ce qui est important, c'est d'être chirurgien, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la statique pelvienne. Ce n'est pas urologue, gynécologue. C'est vraiment s'intéresser à l'ensemble du périnée de la femme. C'est un peu comme le tailleur de Fernand Reynaud. Vous savez, si vous trouvez une manche, voilà. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter une femme pour une simple incontinence urinaire si elle a une tendance à avoir une descente d'organes. Si elle a une instabilité vésicale, c'est-à-dire des envies très fréquentes d'uriner, c'est très important de le traiter avant, parce que sinon, lui mettre une bandelette pour l'incontinence, ça va l'aggraver. Donc tout ça, c'est très très important. C'est ce qui se passe avant. La technique, elle est simple, mais c'est vraiment... et comme l'analyse, je rejoins tout à fait le docteur Ferry qui disait que c'est à nous de faire le tri, et on opère peut-être une patiente sur 3. Juste un dernier mot pour les femmes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous leur diriez ? Eh bien, écoutez, consultez, n'ayez pas honte de consulter. Voilà, et n'ayez pas honte. Et puis non, n'ayez pas honte, et ça vous change la vie, quoi. Maintenant, Lisa, dans sa chronique, va nous parler de muscler son périnée pour prévenir l'incontinence urinaire. Saviez-vous que 5 minutes d'exercice du plancher pelvien par jour peuvent réduire l'incontinence ? Le périnée forme le plancher pelvien. Comme tous les autres muscles, il a besoin d'être stimulé pour soutenir notre corps. Avec des exercices simples, à faire chez soi, prévenez le risque d'incontinence grâce à une chaise. Voici quelques astuces. Asseyez-vous sur une chaise, le dos bien droit. Contractez votre périnée durant 5 secondes, comme pour retenir une envie d'uriner. Cet exercice travaille la zone antérieure du muscle périnéal. Relâchez 10 secondes et recommencez 10 fois. Faites de même pour la partie postérieure du périnée. Respirez profondément. Inspirez en contractant et expirez quand vous relâchez en soufflant lentement.
Deuxième exercice. Utilisez la chaise avec l'assise devant vous. Allongez-vous au sol et placez les pieds dessus. Vos bras sont le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Soulevez le bassin en expirant et stabilisez la position en inspirant. Montez alors encore plus haut vos fesses pendant une nouvelle expiration, tout en vous aidant de vos bras. Gardez la pose 10 secondes. Placez ensuite vos mains derrière la tête et rabaissez votre bassin jusqu'au sol en position initiale. Renouvelez 5 fois l'ensemble de l'exercice. Eh bien mesdames, à votre périnée. Merci Lisa, c'est la fin d'Atout Santé. On remercie nos intervenants, le docteur Estrade, le docteur Ferry et le docteur Géraud et Karine. C'est la fin de cette émission. On va remercier aussi tous les téléspectateurs qui nous regardent de plus en plus nombreux. En attendant, vous pouvez regarder, visionner notre émission sur la chaîne YouTube Atout Santé, nous adresser vos commentaires et vos questions sur Facebook et Twitter Atout Santé. Merci de votre attention, rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.